Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Dans quelques instants, nous allons connaître le nouveau président de la République pour les 5 prochaines années. Alors, on va faire le décompte. 5, 4, 3, 2, 1. Le nouveau président de la République, élu en mai 2027, est Jean-Luc Mélenchon. Je te rassure, pour l'instant, c'est fictif ce que je viens de raconter dans l'introduction de cette vidéo, mais ça pourrait arriver malheureusement dans quelques années. Alors, Jean-Luc Mélenchon ou son fils ou n'importe quel parti qui est contre les gens qui créent de la richesse, qui créent de la valeur, qui tout simplement se lèvent tôt pour travailler. Maintenant, ça m'a donné l'envie de faire un constat de notre beau pays, de la France actuellement. Donc ça va être fait de manière très très rationnelle. Moi, j'habite en France, j'ai 2 enfants, je suis marié, je suis dans le système français, et du coup, je vais le faire de manière très très rationnelle sur ce qui va pas. Et à la fin, je te donnerai ma vision très personnelle de ce que j'ai prévu de faire pour moi, pour ma famille, dans les mois et années à venir. Alors, on va découper cette vidéo en plusieurs parties. Et pour chaque partie, on va voir qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va. Et du coup, est-ce qu'on est dans la merde en France et est-ce que c'est un no-go, c'est-à-dire qu'il faut vraiment partir. Premier élément, moi je suis papa, comme je te disais, j'ai des enfants de 11 ans et 14 ans. C'est l'éducation, pour moi, c'est quelque chose de très, très important. Alors, il est vrai que le système éducatif en France, je suis pas fan. On va pas se mentir. J'estime que y a 2 niveaux à regarder. Il y a le système éducatif jusqu'à la terminale et le système éducatif post-bac. Alors je vais séparer les deux. Et pour moi, le système éducatif jusqu'au bac, il est en train de niveler vers le bas, de plus en plus vers le bas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il faut aller au rythme des plus nuls. Et on va pas au rythme des meilleurs, pas par rapport à ce qu'on appelle l'inclusion sociale, par rapport au fait qu'il en faut pour tout le monde. Mais en fait, dans la vraie vie, on n'apprend pas les bonnes choses à nos enfants parce que dans la vraie vie, quand tu as du mal, faut bosser plus. Et faut pas que les autres s'arrêtent pour se mettre à ton niveau. C'est à toi de bosser plus, de bosser plus, de bosser plus pour te mettre au niveau des autres, pour aller chercher l'information. J'ai le souvenir de ma fille, sa maîtresse en CM2, demander à un élève de le priver un élève de récréation parce qu'un autre élève n'avait pas fini pour qu'elle l'aide à finir à écrire. On était en CM2. Cette personne-là qui n'arrivait pas à finir ses devoirs est passée en 6e. Je te raconte pas comment il va ralentir la classe. Parce qu'en fait, non, il faut pas fâcher les gens. Il faut continuer à passer et aller vers de la médiocrité. Clairement, on voit que le niveau entre le moment où moi j'étais au collège, au lycée et aujourd'hui, on leur demande beaucoup moins. Je prends l'exemple en anglais. À notre niveau, c'était pas fameux, mais aujourd'hui, dans le lycée public, alors je parle là de mes enfants sont dans des collèges publics, ce qui va changer, ce qui risque de changer dans les mois et à venir suivants. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, c'est vraiment un niveau, et j'ai rien contre les professeurs. Mes 2 enfants ont la même prof d'anglais qui est une prof fabuleuse. Donc j'ai rien contre les profs. Et moi, je ne crois pas on puisse critiquer les profs. Je crois que les profs font leur maximum. Moi, je vois des profs passionnés, en tout cas dans le collège. Je peux pas faire de pub pour le collège de mes enfants. 90% de profs passionnés qui prennent le temps de recevoir les parents s'il y a quelque chose. C'est de la faute des consignes qu'ils reçoivent. Si t'as un travail et on t'oblige à faire de la merde, sinon t'es pas payé. Si ton patron te donne des consignes de merde, bah tu vas faire de la merde parce que tu vas avoir peur également de perdre ton travail et d'une certaine manière, bah, tu dois respecter certaines consignes qui te sont données. Et c'est le problème aujourd'hui de l'éducation, c'est que faut pas faire de vagues. On a sorti quelque chose. Alors par contre, c'est vrai que les profs étaient pas forcément pour des classes par niveau. Mais en fait, faut pas se mentir. À un moment, faut mettre les bons avec les bons et les nuls avec les nuls. Les professeurs sont là pour essayer d'élever les nuls. Mais quelqu'un qui est mauvais parce qu'il travaille pas 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais il fait pas ses devoirs, à un moment, je veux pas que mon enfant qui se casse les bonbons à faire ses devoirs soit bloqué par ça. L'année dernière, on avait une prof, alors ça faisait partie des 10% qui étaient pour moi pas dans le bon feeling. C'était une bonne prof au niveau de ses cours, mais elle nous a reproché de trop suivre nos enfants. Ça nous a été reproché de trop suivre notre enfant qui est en 4e. On marche sur la tête, mon ami. Bien évidemment qu'on le suit, et je peux t'assurer. Et on est allé voir le principal pour lui dire, mais on va le suivre, on va continuer à le suivre encore plus. Parce que s'il passe plus de 20 heures dans votre collège, c'est pour être dans les meilleurs et avoir derrière le meilleur réseau pour pouvoir partir dans la vie. Donc l'éducation, pour moi, au niveau français, jusqu'à la terminale, c'est en train de baisser et ça m'embête un peu. Et force est de constater qu'en fait, à un moment, il est possible qu'il y ait besoin d'aller dans le privé. C'est sûrement ce qu'on va faire à partir de l'année prochaine pour le lycée, à minima pour mon fils, peut-être dès le collège pour ma fille.
même si son collège est encore correct, mais à un moment, voilà, il y a une exigence, une stimulation intellectuelle des enfants qui est plus importante dans le privé que dans le public. C'est un fait, c'est un constat. Dis-moi en commentaire si t'es pas du tout d'accord avec moi, et puis on pourra échanger. Je réponds à tous les commentaires, donc n'hésite pas à me le dire. Ensuite, par contre, dans les études supérieures, pour moi, c'est un peu plus mitigé, si tu veux, parce que j'entends beaucoup de personnes dire le système en France, il est nul, il se ralentit par rapport aux autres pays. Moi, je suis allé voir des classements, et dans les classements, alors on n'est pas dans les premiers, mais on a des universités qui arrivent dans les 10, 20 premières. On en a pas mal présentes dans les 100 premières universités. Je te mets tous les liens. Il y a le classement de Shanghai, mais il y a plein de classements. Alors après, faut toujours prendre des pincettes avec ces classements. Quand je vois que je trouve jamais HEC, ESC Paris, Polytechnique, je les vois très loin. Centrale, je le vois pas. J'ai des gros doutes quand je sais les licornes, par exemple, qui sont sortis d'HEC. Ouais, j'ai des gros doutes sur les classements, mais voilà, je suis allé prendre les classements et on n'est pas ridicule du tout. On a même des universités qui ont progressé en 2022, 2023. Donc je pense qu'on a un système éducatif post-bac qui est bon, voire très bon. On a un système d'études médicales qui est juste excellent. Alors, pareil, on leur donne pas assez de moyens, on va le voir ensuite quand ils travaillent. Mais pour apprendre, c'est un système excellent. Et je pense que le post-bac en France n'a rien à envier aux autres pays. Et cerise sur le gâteau, on a un système quasi gratuit. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Moi qui suis papa, moi qui suis investisseur entrepreneur, tous les euros que je n'ai pas à mettre là-dedans, je peux les mettre ailleurs pour mes enfants. Et j'ai pas besoin de prendre de crédit, par exemple, si je devais prendre un crédit. J'ai pris une moyenne. On estime qu'aux États-Unis et dans pas mal de pays où les études sont chères, une année post-bac coûte 57 000 euros. 57 000 euros, si j'ai fait le calcul, c'est 285 000 euros sur 5 ans. Si tu investis en immobilier, parce que je suis un spécialiste de l'immobilier, sur tes 3 premières années après les études, tu peux te créer un patrimoine d'environ 2 millions d'euros. Comment on fait ça ? On fait ça entre le gain grâce à ton apport, du coup cet argent que tu n'as pas mis dans les études, tu vas le mettre en apport. Grâce à ça, tu vas pouvoir lever de la dette et tu vas pouvoir du coup capitaliser sur le prêt que tu vas faire. C'est-à-dire tous les mois, tu vas rembourser une partie d'intérêt, mais tu vas rembourser une partie de capital. Et tu vas également aller chercher des biens qui sont patrimoniaux, qui vont prendre de la valeur à 3% par an. Tu as pris 600 000 euros de capitalisation. Et du coup, en gros, pendant que les autres vont rembourser leur prêt étudiant, toi, tu vas avoir capitalisé plus d'1 million de patrimoine net. Pour moi, clairement, en France, ton école, par contre, elle est très, très importante. D'où tu viens, c'est très important. Et c'est moins cher que dans d'autres pays. Donc, très important de faire attention de quelle école tu viens, si tu veux continuer en France. Et ce qui est paradoxal, par contre, c'est que à l'étranger, où le niveau est pas forcément meilleur, hein, le réseau que tu vas avoir en France est déjà très, très bon. Et par contre, quand tu es à l'étranger, si tu veux aller travailler à l'étranger, très très rapidement, c'est ton expérience, c'est ce que tu auras fait et les preuves que tu vas donner qui seront plus importants que ton diplôme. Donc en fait, aujourd'hui, c'est à la mode de dire non, il faut faire ses études à l'étranger. Mais si ensuite tu veux travailler à l'étranger, très rapidement, on va surtout savoir ce que tu as fait sur le terrain plutôt que ton diplôme. Tandis qu'en France, si tu veux continuer à travailler en France, c'est le diplôme qui est important. Moi, je travaillais dans des gros établissements bancaires en France. La vérité, elle est là. Elle est que ton diplôme te collera à la peau pour ta rémunération. Et du coup, un bon diplôme français, gratuit, te fera avoir une très très belle rémunération. Si tout ça c'est compliqué pour toi, ce que je te propose, c'est de télécharger gratuitement la version numérique de mon dernier livre sur l'immobilier, sur les finances personnelles. Et je te donne la méthode, donc je vais beaucoup plus loin là-dessus pour que tu comprennes un peu. Voilà, je suis allé vite sur tout ce qui est apport, capitalisation, plus-value, si tu veux. Voilà, prendre plus de temps. Télécharge mon livre, tu as le lien dans la description. C'est offert, hein, normalement, tu verras sur Amazon, la Fnac, il a 15 euros. Le livre numérique, là, c'est cadeau pour t'aider pour aller un peu plus loin parce que sinon, je vais devoir faire une vidéo d'environ 5-6 heures et ça va être un peu long pour YouTube. Et également, abonne-toi à la chaîne parce que des vidéos sur l'éducation financière, l'immobilier, les finances personnelles, il y en a plus de 300, 400 sur la chaîne, donc tu vas pouvoir kiffer. Et en plus, j'en publie très régulièrement. Donc, télécharge le livre, abonne-toi et on continue du coup. En résumé, pour ton enfant ou si tu es un enfant, un étudiant qui me regarde, en fait, tu peux très très bien faire tes études en France. Comme je te dis, tu vas pouvoir
plus rapidement créer ton patrimoine et un patrimoine assez important. On a vu plus d'1 million de patrimoine net en quelques années. Et de toute façon, si tu vas aller travailler à l'étranger ensuite, c'est pas ton diplôme qui va être le plus important, c'est ce que tu auras fait. Donc en fait, tu n'auras pas perdu de temps ou face à la concurrence étrangère. Donc aucun souci là-dessus. Alors on va passer à un deuxième bloc qui est la sécurité. Alors au quotidien, il y a des incivilités, il y a des agressions, il y a eu des attentats terroristes à répétition. Il y en a eu dernièrement. Il y a une menace constante sur les attentats. C'est clair. Je suis allé voir des études. La France, pour le coup, au niveau sécurité, est très très mal notée. On est à la 67e derrière des pays comme la Bulgarie, des pays comme l'Italie, le Royaume-Uni, le Costa Rica, l'Albanie, la Grèce, le Chili, la Moldavie ou la Zambie. Donc on n'est vraiment pas bien placé. Alors, ce score, il est sur plusieurs variables. Je les ai noté vraiment parce que c'est important de maîtriser l'export d'armes, le nombre d'armes lourdes, les conflits extérieurs combattus, les conflits intérieurs combattus, la militarisation, les activités terroristes, les agents de sécurité, la police. Alors, c'est vrai qu'il y a ces chiffres-là. Moi, je les mets derrière quelque chose aussi qui est important. J'ai pu voir en me déplaçant dans quelques pays, c'est qu'en France, on n'est pas fiers d'être français. En France, on râle. En France, on critique. En France, on va dans la rue et on montre une image de merde de notre pays. Parce qu'en fait, dans la vraie vie, est-ce que quand tu es en France, tu te fais agresser tous les jours? Non. Est-ce que tu te fais cambrioler tous les jours? Non. Alors, c'est vrai que je suis allé à Dubaï et si tu poses ton téléphone sur la table à Dubaï, t'as pas peur de te faire voler. Là où en France, t'as une peur. Mais pourquoi? Parce que d'un côté, c'est pas qu'ils sont plus polis au final et plus respectueux, c'est juste qu'ils ont un système de répression qui est beaucoup plus sévère qu'en France. Donc effectivement, là-dessus, on n'est pas bon et on devrait avoir un système de répression beaucoup plus sévère. Mais quand tu dis ça, oh, t'es un connard de facho. Mais la vérité, c'est pas ça. C'est pas que c'est un connard de facho que de dire que quelqu'un qui fait du mal, il faut l'exclure de la société directement. Quelqu'un qui critique la France et qui est pas français, pareil, retour chez lui direct. C'est quelque chose qu'on devrait faire parce qu'il y a des pays qui le font, il y a des pays qui sont intransigeants sur le respect en fait de ces codes de civilité, du savoir-vivre ensemble. Et je pense qu'en fait, c'est l'image qu'on donne de la France via nos médias, par exemple, qui donne cette impression d'insécurité réelle. En soi, oui, il y a des endroits de non-droit en France, sûrement dans des cités, mais encore une fois, si tu te construis la vie que tu souhaites, et si tu vis, il y a des endroits en France où il est mais tellement agréable de vivre que quand on allume sa télé, on a l'impression que c'est quand même du cinéma et on en refait un peu trop, surtout cette insécurité, cette tension de tous les instants en France. Alors que ce soit des personnes, des influenceurs que je peux voir sur YouTube pour vendre des formations sur l'expat qui disent ça, ça me gêne pas. Par contre, que ce soit des chaînes de télé qui sont censées nous représenter de façon impartiale et qui en fait montent la sauce là-dessus, c'est pas normal et ça me gêne. Et on a un vrai souci. De côté insécurité ou sécurité, clairement, on est dans une dégradation énorme. Ça nous empêche pas de vivre, ça nous empêche pas d'être heureux en France. Il faut juste en fait éviter certains endroits, mais tout comme dans énormément de pays où on évite certains endroits. J'ai écouté certaines personnes qui vivent à Maurice et qui disent qu'ils ont des sécurités, des gardes de sécurité autour de chez eux. Donc bien évidemment, mon gars, si tu te barricades dans une zone protégée pour expats blindés, bah oui, tu vois pas non plus l'insécurité. Donc en fait, il faut toujours, tu sais, il y a une expression que j'aime en ce moment, c'est remettre l'église au milieu du village. Et je crois qu'il faut arrêter les conneries et les excès. On va passer au domaine suivant qui est la santé. Alors au niveau de la santé, on a deux niveaux et c'est un peu comme pour l'éducation. Au niveau des médecins, j'estime qu'on a un niveau de connaissance, un niveau de médecine en France qui est très très bon. On vient nous chercher à l'international, c'est une vérité. À côté de ça, on a un système de santé qui part en cacahuète. Pourquoi il part en cacahuète? Parce qu'encore une fois, exactement pareil que l'insécurité, exactement pareil que l'éducation, c'est nivelé vers le bas. C'est nivelé vers le bas parce qu'en fait, on a trop de personnes qui récupèrent une carte vitale par rapport à notre capacité réelle à produire un suivi de qualité au niveau de la santé. C'est une vérité, c'est-à-dire qu'en fait, on va pas se mentir. Alors oui, on peut dire il faut injecter plus d'argent dans la médecine, injecter plus d'argent. On n'a pas d'argent. On va en parler ensuite au niveau économique. Il n'y a pas d'argent. Walou, c'est fini. Il faut peut-être se dire qu'il faut arrêter de donner la carte vitale. Aujourd'hui, quelqu'un qui rentre en France a très très vite la carte vitale. Putain de facho!
Non, 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 je t'assure, c'est pas putain de facho, c'est une vraie vérité économique. Arrêtez avec ça. Ça se mérite d'avoir des soins en France. Il faut oser ne pas donner à toute personne la carte vitale, l'accès à nos soins en France, afin de privilégier ceux qui ont intégré le système économique, ceux qui versent réellement des cotisations et mettre de côté tout le reste. On va pas se mentir. Enfin, la CMU, c'est magnifique. J'ai des médecins qui m'ont raconté, voilà, ils sont obligés de donner des cachetons à certaines personnes ils savent qu'ils vont les revendre ça à la découpe en faisant du trafic. Merde, faut arrêter ça. Parce qu'en fait, le système de santé, à la base, il est bon. C'est la manière dont on le gère qui est pas bon. Donc le système de santé, clairement, c'est un gros point négatif au niveau des conditions d'accès, des délais, etc. Maintenant, pour se faire soigner, mais putain, ceux qui disent on s'est pas bien soigné en France, mais arrêtez, quoi. Et ils se plient, ils sont là, ils travaillent. Et le système là-dessus, il est bon. Par contre, il y a une gestion qui est pas bonne dans un pays qui est un ancien pays, la France, qu'on peut pas comparer à un nouveau pays qu'à 50 ans, par exemple. Hein, il faut comparer ce qui est comparable. Mais quand t'es malade en France, t'es bien soigné. Donc arrêtons de dire des conneries sur le fait que dans le système de santé, ils soignent pas les gens, etc. Non, quand t'es malade, t'es pris en main, t'es pris en charge, t'as rien à débourser. Et si toute ta vie t'as cotisé pour ça, c'est quelque chose qui est juste magnifique. Le souci, c'est les excès. Et ça, mes amis des gouvernements, droite, gauche, milieu, face à la mer, j'en sais rien, mais arrêtez de faire semblant que c'est pas ça le problème. Et tout ira mieux, tout simplement. Donc la santé, moi je me fais soigner sans aucun souci en France, donc arrêtons les conneries. J'ai toujours du personnel très très compétent pour me soigner. Donc c'est quelque chose que je trouve encore très 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 bon. Pour terminer sur la partie santé, j'ai pris un classement. Effectivement, notre problème, c'est qu'on arrive en tête des pays où il y a le plus de dépenses au niveau de la santé. C'est bien de donner, on se rappelle du quoi qu'il en coûte de Macron au moment du Covid. On peut être fier de cette solidarité. À un moment, faut pas être pris pour des cons. Ça, du coup, c'est quelque chose qui est une évolution qui va vraiment pourrir le système et pourrir ceux qui croient en ce système et qui participent au système. L'indicateur suivant, c'est la qualité de vie. Et il y a pas mal de classements, je trouvais pas mal de classements différents, donc j'ai trié un petit peu. Et je trouve un classement, premier pays, l'Australie, deuxième pays, Hong Kong, troisième, la Suisse, Saint-Martin, Luxembourg. Et en sixième position, on a le premier pays européen de même paramètres que la France. Pour moi, Luxembourg, Suisse, c'est un peu c'est un peu particulier. Et l'Allemagne qui est en sixième position. Nous, la France, on arrive en 21e position. Alors, j'étais surpris parce qu'en fait, je nous serais vu beaucoup plus bas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les Français sont des putains de râleurs. Et du coup, si tu demandes à un Français comment ça va, normalement, il va te dire ça va pas. Si tu lui dis et au niveau de l'économie, ça va comment ? Ça va pas. Le travail, ça va ? Non. T'as été augmenté ? Non. Il y a combien de temps ? 1 mois. Ah bah quand même, t'es augmenté. Non. Et alors, sinon, c'est dur la vie en ce moment ? Ah oui, très très dur. C'était quand tes dernières vacances ? Il y a 2 jours. T'étais où ? En club. J'y caricature un peu, mais les Français sont des râleurs, du coup. Dis-moi en commentaire si t'es pas d'accord avec moi. Mais du coup, 21e position, honnêtement, je m'attendais à ce qu'on soit beaucoup plus bas, sachant que, voilà, dans les premières places, je vous ai cité les premiers. Mais attends, il y a encore Malte, ok, qui vit à Malte, honnêtement. Ceux qui vivent à Malte, ils se font chier au bout de 2 jours. Donc il y a Malte, il y a Singapour qui est pareil, un État, un pays, une ville-État. Bon, on peut pas reproduire Singapour et la Suisse, tu vois. On peut pas concurrencer ce genre d'endroit. C'est petit, c'est vrai que c'est très agréable de vivre là-bas. J'y suis allé de nombreuses reprises. Mais voilà, si on retire tous ces pays, on n'est pas si mal classé par rapport au fait qu'on est des râleurs. Et effectivement, en France, tu peux vivre en plein centre-ville, dans une ville culturelle de malade mental. Les Jeux Olympiques de Paris, mes amis. Alors moi, je suis honnête avec toi, j'étais un peu contre, dans le sens où fait chier, quoi. Il y a d'autres choses à faire que ça. Mais c'est vrai qu'ils ont mis une claque au niveau culturel. La manière dont ils ont mélangé le sport et la culture, chapeau bas les amis, bravo. C'était vraiment magnifique. Et en fait, c'est une magnifique ville. Donc tu peux être dans un centre-ville, l'une des plus belles villes au monde, voire la plus belle ville au monde. Tu peux être au bord de la plage. Tu peux être au ski à la montagne. Tu peux être dans différents domaines, dans différents endroits, à la campagne, proche d'une ville. Et je connais beaucoup de personnes qui sont expatriées, quand même regrettent ça. On a une qualité pour aller faire un week-end s'oxygéner, pour bien manger, pour bien boire,
qu'on trouve nulle part ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui améliore la qualité de vie. Et moi qui suis passé de Paris à Montpellier, au sud de la France, effectivement, la qualité de vie, quand tu améliores un peu ce que tu vois, c'est-à-dire la beauté des paysages, le ciel bleu, le soleil, améliore aussi, je vois des gens beaucoup plus, sereins, beaucoup plus apaisés, beaucoup moins stressés. Je vois, par exemple, beaucoup moins de divorces chez la génération de nos parents, chez ceux qui sont les grands-parents, les générations des grands-parents. Il y a beaucoup moins de divorces qu'en France ou à Paris, pardon. Ils sont tous divorcés ou autres. Donc la qualité de vie, c'est pas le pays qui l'a fait, c'est l'endroit où tu vis. Donc pour moi, j'étais assez agréablement surpris. Et je pense qu'on peut vivre assez agréablement en France. Alors on va passer à la politique. Et ça, c'est un gros souci. Alors j'ai un problème. J'aime pas parler de ce que je ne maîtrise pas. Donc je ne peux parler que de la politique en France. Je peux pas parler d'autres pays. Mais je sais qu'il y a beaucoup de pays où c'est la grosse merde aussi la politique. En Belgique, ils n'ont pas eu de gouvernement pendant plus d'1 an et demi. Donc voilà, il faut regarder, c'est le système politique qui a des gros soucis d'ego et de personnes qui préparent déjà les élections suivantes. Mais le souci, c'est que il y a des râleurs d'un côté, ils râlent sur tout ce qui se passe, et de l'autre côté, il y a des politiques qui font semblant de les écouter. Ça donne quoi derrière ? Ça donne, on les fait s'agiter, les gilets jaunes, l'agriculture, le système de retraite, tout le monde va dans la rue, tout le monde brûle, on va dans les ronds-points, on s'agite, bim, on passe un 49.3 et dans le cululu, c'est passé tranquille, on attend juillet pour le passer parce que bizarrement les manifestations, les grèves prennent des vacances. Ça j'ai toujours aimé en France, on a le droit à la grève mais on prend des vacances. Donc au niveau de la politique, j'adore le système qu'on puisse faire des grèves. Par contre, vous êtes lourds les gars, vous êtes lourds. Bosser, c'est mieux que faire tout le temps des grèves, quoi. De temps en temps, c'est bien, c'est rigolo, mais pas tout le temps, quoi. Il faut pas être juste râleur. Et puis, à un moment, on est responsable de ce qu'on met en place. Maintenant, juste au niveau politique, c'est un gros merdier, mais je pense que c'est le merdier politique qui vaut ça. Mets-moi en commentaire si tu connais un pays, au niveau politique, c'est juste magnifique. La droite discute avec la gauche, discute avec le centre, discute avec l'extrême droite, discute avec l'extrême gauche. Et en fait, on a un gouvernement multisocial, on a un gouvernement qui vient du peuple. On a 0 personnes qui sont 100% des politiciens, mais on n'a que des personnes qui viennent de la vie privée, qui ont travaillé avant. Mets-moi en commentaire s'il y a un pays, j'irai voir parce que je suis curieux de savoir comment ils gèrent ça du coup. On va passer maintenant à ce qui fait mal, c'est la partie économie, la partie business. Et là, on va pas se mentir, on a un gros souci en France sur la dette publique. C'est-à-dire, j'ai pris des chiffres. À la fin du premier trimestre 2024, 3 milliards 159 000 millions, c'est énorme, plus de 3 milliards. Et surtout, au-delà que ce soit énorme, ça grossit. Et le problème de la France, c'est un magnifique pays. Mais du coup, on vit au-dessus de nos moyens. Et du coup, c'est comme si toi, t'as pas beaucoup d'argent, tu continues derrière de faire la fête et de dire à tout le monde, venez, c'est all inclusive, vous pouvez venir. Alors que toi, t'arrives pas à te nourrir. Moi, mon sentiment, dis-moi en commentaire ce que toi tu penses, hein. Mais moi, mon sentiment, c'est exactement ce qui se passe, ce qu'ils font. La France, et donc les gens qui nous gouvernent, pour moi, au niveau éducation financière, ils ont fait des grandes études, ils ont fait plein de choses, mais je t'assure, donc je te le remets, mais dans mon livre, je te donne des bases d'éducation financière avant d'aborder la méthode en immobilier. Je te propose de le récupérer gratuitement, donc pendant quelques jours, je te le mets gratuitement. La version numérique que tu peux récupérer, juste tu vas le lien dans la description de la vidéo, et tu verras, c'est des basiques, mais qui sont pas appliqués à l'État. C'est-à-dire qu'en fait, on dépense plus que ce qu'on gagne, et surtout, on continue à faire la fête avec de nouvelles personnes, alors que notre famille directe ne subvient pas à ses besoins. Et c'est ce qui se passe. Et ça, c'est dramatique. Ça, c'est un vrai souci. Et par rapport à ce souci-là, il va falloir se protéger. Donc, on va voir ensuite, au niveau business, au niveau fiscalité, comment se protéger. Mais il va falloir se protéger parce que, dramatiquement, là-dessus, on pourrait venir taper sur les particuliers. On va voir sur la fiscalité, on y tape déjà, mais on pourrait taper encore plus. Si ça te parle pas trop, tout ce qui est dette publique, dis-toi que plus on a une dette importante, chaque pays, on a une notation, et plus on a une dette importante, plus on va baisser en fait là-dessus notre notation, c'est-à-dire qu'on a du mal en fait à subvenir à nos besoins, ce qui est normal du coup, comme on est entre guillemets mauvais en éducation financière, en fait on a une dette et on va avoir une note moins bonne. Et quand on a une note moins bonne, quand on va vouloir emprunter, parce que comme on est endetté, on va continuer à emprunter pour subvenir à notre train de vie, et en fait on va emprunter à un taux plus élevé. Donc en fait, c'est un cercle vicieux. Et là, c'est dans le mauvais sens. C'est-à-dire que plus on achète de l'argent cher, plus on crée notre dette. Plus on crée notre dette,
plus on baisse notre notation, plus on baisse notre notation, plus on va emprunter l'argent cher. Donc à un moment, il faut arrêter ça. Et le problème, c'est que quand on dit la vérité, on passe pour des fachos. Alors que la vérité, elle est économique. Elle n'est pas, entre guillemets, politique. Maintenant, le souci, c'est on n'a pas un économiste qui gère ça. On a des hommes politiques qui veulent être élus. Mais la vérité aujourd'hui, c'est qu'il faut contrôler exactement nos dépenses et qu'il faut arrêter d'accueillir tout le monde alors qu'on n'est pas capable de subvenir aux besoins de ceux qui sont là. C'est une vérité. Mais moi, en commentaire, encore une fois, si t'es pas d'accord. Et traite-moi de facho si tu penses que je suis un facho en disant ça. Mais moi, je n'ai qu'une vision économiste. Et encore une fois, je viens de l'immigration, c'est-à-dire que je suis français que d'une génération. Et on s'est intégré, mais aujourd'hui, si je n'étais pas français et que je devais venir en France, il faudrait que directement, tout de suite, je puisse justifier du fait que je vais apporter de la valeur en France, que je vais avoir soit des capitaux à amener, soit un travail directement, être une source, un actif en France, avec une richesse et une valeur que je vais apporter. Ça, c'est le point que moi, je trouve primordial, c'est qu'en France, on peut rentrer sans apporter de la richesse au pays. Et du coup, qu'est-ce que ça fait derrière ? Ça fait qu'on appauvrit tout simplement le pays. Et de tout ce qu'on a vu depuis le début, c'est le truc qui me fait le plus chier, quoi, en France. C'est le truc qui me casse les bonbons le plus. Parce que, du coup, on a trop de vitesses. Il faut arrêter avec ça. Il faut dire la vérité sans passer pour des fachos. Au niveau maintenant de l'imposition de la fiscalité. L'impôt en France pour les particuliers, la pression fiscale, on est le deuxième pays dans l'Union européenne qui taxe le plus, qui a la plus grosse pression fiscale avec une moyenne estimée à 45,3%. On est juste derrière le Danemark. Et ça, c'est pas bon parce qu'en fait, au-delà du fait que du coup, ceux qui ont beaucoup d'argent peuvent partir, mais on va voir que c'est pas forcément vrai parce que en fait, on peut faire différemment. Mais c'est juste qu'à un moment, comme on ne peut pas taxer plus qu'un certain montant, et que même avec ce montant-là, on continue à créer de la dette, ça veut dire qu'on ne maîtrise même pas ce facteur qu'on a beaucoup augmenté. Donc c'est ça qui montre que c'est pas bon. C'est que même en faisant ça, si on faisait ça, et qu'à côté, tout allait bien au niveau économique, on se dirait on est OK. Mais là, c'est la merde au niveau économique. Ça va pas du tout. Alors qu'on a mis une pression de malade sur les particuliers. Et ça, c'est quelque chose qui est très très embêtant. Parce qu'on met la pression là-dessus, mais on libère pas de l'autre côté. J'ai pris l'exemple de la Belgique. La Belgique, elle est juste derrière nous au classement. Donc elle taxe beaucoup les particuliers, mais par contre, elle a des taux quasi nuls au niveau de l'immobilier, des revenus immobiliers et des placements financiers. Donc en fait, elle prend beaucoup d'un côté, mais tu peux équilibrer la sauce. Là où nous, côté en France, en fait, on n'équilibre nulle part. Si tu gagnes de l'argent, et plus tu en gagnes, plus tu payes beaucoup. Quand on parle des fois à des gens, c'est tout à fait normal. Si tu gagnes beaucoup, tu dois payer encore plus. Quitte à payer jusqu'à 90% de ton revenu à partir d'un certain montant. Mais c'est aberrant, en fait. C'est pas normal. Tu l'as gagné. S'il a gagné, il a pas volé, il a pas arnaqué, il a gagné. Et du coup, cette imposition, elle est embêtante. En ce qui concerne la fiscalité au niveau des sociétés, elle est dans la moyenne au niveau de la zone euro. Mais la tendance, elle n'est pas forcément bonne. Encore une fois, on a taxé, mais c'est pas vraiment les sociétés, c'est les hybrides, l'auto-entreprise. Dernièrement, il y a une augmentation de leur imposition. C'est pas un bel indicateur. C'est-à-dire ils essayent vraiment de trouver là où c'était peut-être un petit peu avantageux pour le remonter. Et quand je dis avantageux, c'était pas une franchise d'impôt. Et en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que les nouveaux millionnaires quittent la France par peur de voir le gouvernement taxer de plus en plus le fruit de leur travail. Et on va voir que c'est pas bon non plus. Parce que c'est allé trop vite. Dernier point sur la fiscalité, on va parler de la fiscalité de l'héritage, les droits de succession. Et là, pour le coup, les frais de succession, la France est championne d'Europe, c'est-à-dire qu'on a les frais les plus élevés. Et ça, je trouve que c'est une aberration. T'as payé des frais toute ta vie et en plus, faut en payer à ta mort. On impose ta mort si t'as créé de la richesse pendant toute ta vie, que tu t'es fait chier. C'est juste, en fait, c'est une double imposition qui est pour moi clairement du vol. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Que ce soit pour ou contre, dis-moi ce que t'en penses. Honnêtement, je trouve que c'est vraiment abusé. Tout ça, ça montre un truc, c'est qu'en fait, en France, le pays, il est vraiment bon. On a plein de choses positives, malgré tout ce que je peux entendre sur Internet, mais bon, c'est facile. Sur le principe, c'est vraiment bon, mais on a un truc qu'il faut gommer. Mesdames, messieurs, les politiques, l'assistanat tue la France. Il faut laisser la France à ceux qui bossent et arrêter l'assistanat. Vous inquiétez pas, si vous arrêtez l'assistanat, ils vont se mettre à bosser. C'est une évidence. Aujourd'hui, pas bosser, tu peux gagner plus que quand tu bosses. Forcément, t'as pas envie de bosser.
a arrêté l'assistanat. On voit quelque chose, je voulais en parler, sur le taux de fertilité. On voit que la moyenne nationale, elle baisse. C'est-à-dire que il y a certaines parties de la population qui font beaucoup d'enfants et qui touchent beaucoup de CAF en travaillant pas forcément beaucoup. Mais la partie des Français qui travaillent, qui se posent la question de est-ce que je vais pouvoir subvenir aux besoins de mes enfants, baisse le nombre d'enfants pour être sûr de pouvoir garder leur qualité de vie, leur train de vie, et parce que, by the way, ils ne misent pas juste sur les allocations supplémentaires qu'ils vont pouvoir percevoir. Ils ont une vision plus importante que ça, plus profonde que les allocs familiales et la prime de rentrée. Et ça, c'est embêtant de se dire que tu fais le nombre d'enfants, tu as peur de faire plus d'enfants par rapport à ce que ça va coûter, tu n'es pas sûr de pouvoir garder la même qualité de vie. On a passé en revue les principaux indicateurs. Toi, je le fais avec beaucoup de transparence. Il y a des choses qui vont pas, et je l'ai dit, il y a des choses qui vont, et je l'ai dit, et il y a des choses qu'il faut absolument améliorer. On n'est même pas ni dans le ça va pas ou ça va, on est dans arrêtons de faire semblant. Et ça, tant qu'on aura des gens qui n'auront jamais mis un pied dans la vraie société, qui ne connaissent pas les choses, mais qui sont juste des politiciens qui font des carrières politiques à partir de l'âge de 20 ans, c'est la merde, les amis, c'est la merde. Et ça, je suis pas sûr que ce soit différent dans d'autres pays. Pour connaître la France, c'est le truc principal, parce que la France, c'est un beau pays. La France, il fait bon vivre, il fait bon manger, et on peut être heureux ici. Mais ça se dégrade, donc il faut faire attention. Alors je vais vous donner mon opinion personnelle du coup, pour moi, pour ma famille, pour ce que je pense des mois prochains, des années prochaines, parce que j'en parle beaucoup avec ma femme, avec mes enfants. Et je pense pas quitter la France, parce que je pense qu'en fait on peut encore largement faire en sorte de créer un climat de sécurité, un climat de confiance, un climat de agréabilité en France. On peut faire en sorte de vivre de manière agréable en France, si bien évidemment on se crée la vie qu'on souhaite, c'est-à-dire qu'on se crée le fait d'avoir des revenus intéressants pour ça. Et en fait, si tu crées des revenus qui te permettent d'avoir une certaine liberté et indépendance, tu vas pouvoir vivre là où tu veux. Moi, je vis à 15 minutes en vélo de la mer, à 10 minutes du centre-ville, à 10 minutes d'une salle de spectacle. Et d'ailleurs, ce soir, avec mes enfants, ils m'amènent voir Dadju. Et c'est génial, c'est un kiff. Papa, on peut aller voir Dadju? Yes, c'est à 10 minutes. Je me rappelle à Paris, en plus, il y avait la queue à faire. Là, c'est plus cool. Et on a tout à porter. Ce week-end, on va aller faire un tour à la plage. On va aller manger au bord de l'eau. C'est cool. La semaine dernière, on s'est baladé pareil au bord de l'eau, tranquillement, avec ma femme. J'ai laissé les enfants à la maison parce que c'est juste à côté. J'ai fait mon jardin. J'ai profité du soleil. C'est cool. Je fais ma séance de sport. En fait, on a la qualité de vie et le cadre de vie que l'on mérite et que l'on se crée. Et ça, en fait, on peut vous faire croire que il faut changer de pays pour ça. Non. Il faut changer de mentalité. Il faut passer à l'action, faire en sorte de vivre, de créer un capital, d'être un capitaliste qui va créer un capital et qui va vivre du fruit de son capital. Encore une fois, c'est ce que je décris dans mon livre, étape après étape, pour vivre du fruit de son capital et pouvoir, au fur et à mesure, moins vivre du fruit de son travail ou faire en sorte que son travail vienne augmenter et accélérer la création de capital. Je vous offre mon livre en version numérique. Allez voir le lien dans la description de la vidéo. C'est cadeau pendant quelques jours. Profitez-en. Mettez-le en application. Dites-moi ce que vous en avez pensé avec plaisir. Mais je me vois pas quitter la France par rapport aux raisons que je vous ai données. Pour moi, on peut encore se créer. On peut se créer la vie qu'on veut. Alors, effectivement, si tu vis en France ou dans une tour avec en bas des guetteurs et la drogue qui c'est la galère, effectivement. Mais il faut sortir de ça. En fait, ce que te racontent les expats, les formations d'expatriés, les gens qui sont à l'expatriation, ça sera pas bon pour toi, ça ne marchera pas pour toi. La première étape, parce que par exemple une expatriation dans la vraie vie, en fait, ça coûte très cher, physiquement, financièrement, moralement, physiquement. Et du coup, il y a des étapes à mettre en place avant. Aujourd'hui, en France, on a quelque chose qui est magnifique, c'est qu'on a l'effet de levier, lever de la dette. On est l'un des pays où il y a le plus ou le pays d'ailleurs où il y a le plus de crédit immobilier en Europe, mais largement. Donc on peut lever beaucoup de dettes, se créer un capital très très important en peu d'années, et ça nulle part ailleurs. Si ensuite vous montez les bonnes structures là-dessus au niveau société, vous allez vous protéger. À un moment, vous allez pouvoir diversifier à l'étranger, aller investir à l'étranger. Aucun souci. Vous allez diversifier potentiellement aussi en devises. Il faudra le faire de toute façon. Investir à l'étranger, diversifier en devises, ne plus compter sur nos banques traditionnelles. Mais ce sont des étapes à mettre en place. C'est pas ce qui nous rend heureux au quotidien. Ce qui nous rend heureux au quotidien, c'est de pouvoir avoir une vie alignée avec ce qu'on souhaite. Si vous êtes dans un climat qui vous rend anxiogène,
quittez le pays, vous continuerez à être dans un climat anxiogène. Parce qu'en fait, c'est vous qui créez ce climat anxiogène. Si vous mettez de nouvelles lunettes en vous disant « Ok, maintenant, je ne veux plus accepter dans ma vie ça, quelles sont les actions que je mets en place aujourd'hui pour pouvoir changer ma vie, changer de lieu, parce que je veux être à la montagne, je veux être à la plage, je veux du soleil, je veux me lever le matin et qu'il arrête de pleuvoir. Et je veux plus voir la grisaille. Il n'y a pas besoin d'aller à l'île Maurice, à Dubaï, encore moins à Dubaï, ce serait le mauvais exemple, pour avoir des gens agréables et des gens qui ont la banane. Je vous assure, dans le sud de la France, les gens sont super agréables et c'est obligé, mais si je suis un pur parisien, beaucoup plus agréable qu'à Paris, parce qu'en fait, ils sont plus heureux et plus épanouis, tout simplement. Il est temps pour nous de nous quitter, donc retiens cette magnifique phrase avant de conclure. Il est important pour toi de te créer un système pour vivre du fruit de ton capital et non plus du fruit de ton travail. Ça va te permettre d'être libre et indépendant. Ta liberté géographique va te permettre de vivre où tu veux en France ou où tu veux dans le monde. Et c'est ça qui est le plus important. Tu pourras prendre ta décision sans voir la dernière mode à la mode ou la dernière vidéo YouTube qui t'excite. Non, tu feras par rapport à toi parce que tu auras cette liberté de faire en fait ce que tu veux. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!